Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Il est 13 h, bienvenue dans votre édition. La semaine dernière, le vice-président de la République était à Rome, en Italie, pour prendre part à la première session 2019 du conseil d'administration du PAM, le Programme alimentaire mondial. En marge de cette session, Daniel Kablan-Duncan a visité le siège de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Si vous connaissez la fête des mères ou encore la fête des pères, sachez qu'aujourd'hui, dimanche 3 mars, c'est la fête des grands-mères. Toutes les mamies sont à l'honneur. Elles sont ainsi célébrées chaque année depuis 32 ans, le premier dimanche du mois de mars. Nous avons rencontré des grands-mamans de Korogo, vous le verrez. Le pays, invité d'honneur du FESPACO, le Rwanda, a décroché le gros lot lors du palmarès du FESPACO en présence des présidents du Burkina Faso, du Rwanda et du Mali. Le jeune cinéaste Joël Karekezi a remporté la distinction suprême, l'étalon d'or de Yenenga, pour son film The Mercy of the Jungle, la miséricorde de la jungle. Après le journal, à 13 h 30, nous irons au magazine du dimanche qui sera consacré aujourd'hui à l'opération de stickage de tous les supports publicitaires posés dans le district d'Abidjan en violation des dispositions du décret de 2007 portant réglementation de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons le directeur du Conseil supérieur de la publicité, Mamadou Dosso, avec qui nous parlerons pendant un quart d'heure du processus d'assainissement et de modernisation du secteur de l'affichage publicitaire. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci. À Abidjan, on dénombre un peu plus de 6000 panneaux publicitaires. Oui, c'est vrai, en effet. Et un peu plus de la moitié ne respectent pas les normes. Oui, environ 3000 panneaux ne respectent pas les normes d'Abidjan. Et vous entendez diminuer la pollution visuelle? Effectivement, mais si nous entendons assainir le secteur. Assainir le secteur. Voilà. D'accord. On va en parler longuement tout à l'heure. Merci, monsieur. Dans 30 minutes. Le vice-président de la République était la semaine dernière à Rome, en Italie. En tant que président du Conseil national pour la nutrition et facilitateur national pour l'élimination de la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan y était pour prendre part à la première session 2019 du conseil d'administration du PAM, le Programme alimentaire mondial. En marge de cette session, le vice-président a visité le siège de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Jérôme Kofi Abola. La FAO, l'une des différentes étapes ayant marqué la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan à Rome entre les 24 et 26 février. Au siège de cette institution dans la capitale italienne, le vice-président s'est rendu en vue des échanges avec le directeur général José Graciano da Silva. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, il s'agit d'évoquer l'importance des relations entre les deux parties. Grâce à l'appui de la FAO, la Côte d'Ivoire est devenue puissance agricole en Afrique de l'Ouest et même en Afrique. Je disais que nous sommes le premier producteur mondial de cacao avec plus de 2 millions de tonnes. Premier producteur mondial d'anacarde avec plus de 800 000 tonnes et premier producteur mondial de cola, parce que les gens ne le savent pas. Et premier producteur africain dans beaucoup de domaines, que ce soit donc l'EVA, que ce soit donc le palmier à huile, etc. Mais cela, il a fallu donc l'appui de la FAO. Je dois dire aussi que dans les exploitations agricoles en Côte d'Ivoire, il y a bien sûr des grandes sociétés. Mais le plus grand nombre, ce sont les petits, justement, producteurs agricoles. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, la Côte d'Ivoire accorde une importance particulière aux exploitations agricoles. À la fois par le biais de la recherche, parce que c'est par ce biais-là que nous pouvons donc améliorer le rendement donc, des productions. Je prends un exemple, si vous prenez le cacao, on a pu améliorer par le biais donc, de la recherche le rendement de 30 à 40%. On produisait le cacao dans le temps en 3 ans, maintenant on le produit à 18 mois. Et ce cacao, d'ailleurs, s'appelle le cacao Mercedes. Donc l'agriculture est vraiment la base de la développement économique de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ce qu'on veut faire aussi pour les petits planteurs là-bas, c'est leur assurer le marché. Rien ne sert de produire si vous ne pouvez pas donc vendre vos produits. C'est ce qu'on appelle les agropoles. C'est-à-dire, on produit, on transforme, on vend. Donc c'est un ensemble qu'il faut pouvoir faire pour les producteurs non agricoles. La FAO aide les pays en développement et les pays en transition à moderniser et améliorer leurs pratiques agricoles, forestières et halieutiques et aussi à garantir la sécurité alimentaire et une bonne nutrition pour tous. Après l'entretien avec son directeur général José Graciano,
da Silva, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu droit à un cocktail offert par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès des institutions internationales à Rome, son Excellence Cissé Seydou. Un moment de convivialité qui, pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, constitue un exemple d'abnégation, de partage et de vivre ensemble. Des valeurs qui doivent caractériser l'Ivoirien nouveau, comme le veut le président de la République, Alassane Ouattara. C'était un reportage de Jérôme Kofi Abolin, de retour d'Italie. Ce mois de mars, mois de célébration de la femme, est aussi l'occasion de penser à toutes celles qui nous ont quittés. À l'occasion du 8e anniversaire du décès des femmes martyrs de la commune d'Abobo, plusieurs membres du gouvernement ont, au nom du chef de l'État, apporté leur soutien aux parents des victimes. Une manière d'honorer la mémoire de ces femmes et faire des prières pour le repos de leurs âmes. Le témoignage d'Ahmed Traoré et Franck Kouadio. L'association des parents des femmes martyrs d'Abobo a commémoré dans le recueillement le 8e anniversaire de la disparition de leurs enfants, 7 au total. Au nom du président de la République, des ministres ont témoigné leur compassion aux parents des victimes. De là où elles sont, prions qu'elles intercèdent auprès du Tout-Puissant afin qu'il veille sur notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Leur sacrifice n'a pas été vain. Ayons également, mesdames et messieurs, une pensée pieuse pour toutes les victimes de la crise post-électorale et pour toutes les victimes des crises survenues dans notre pays. Ces hommes, ces femmes, ces enfants ont perdu la vie au nom de la Côte d'Ivoire qu'ils portent ardemment dans leur cœur. Et le président Ouattara nous a toujours instruit d'être proches des victimes et ne jamais oublier les parents des victimes. Parce que c'est le sens de notre combat et c'est le sens de leur sacrifice. Tout ce qui a été fait et tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire par le gouvernement du président Alassane Ouattara, c'est grâce au sang versé de ces femmes. Pour les parents des femmes martyrs d'Abobo, cette cérémonie, organisée chaque année, vise à honorer la mémoire de leurs filles, arrachées tragiquement à leur affection. C'est vrai, nos enfants sont morts, mais nous, on a pardonné et on va continuer de pardonner. Ce matin, nous sommes satisfaits d'être là. Le fait de venir avec 3 responsables du gouvernement pour venir honorer la mémoire de nos enfants, c'est déjà quelque chose. Elles sont mortes, ça fait 8 ans. On ne va pas les réveiller, mais si chaque fois on a l'occasion de prier pour elles comme ça, c'est bien bon. Une gerbe de fleurs a été déposée au rond-point du Banco. Le reportage d'Ahmed Traoré a été commenté pour vous par Francis Boifo. Je vous le disais en titre, ce dimanche 3 mars, honneur aux grands-mères. C'est la fête des grands-mamans et elle se célèbre chaque année le premier dimanche de mars depuis 1987. La popularité a augmenté lors des années qui ont suivi son lancement au point où, de nos jours, tout le monde peut offrir des cadeaux aux dames d'un certain âge pour leur exprimer leur attachement et leur respect. Ami Sissoko, notre correspondante à Korogo, est allée à la rencontre de 3 mamies. On les appelle affectueusement mamies, mémé ou bonne maman. Les grandes-mères, en pays sénoufo, on les appelle minolel, minafolel ou bien michiou. Elles sont toujours là pour apporter à leurs petits-enfants la présence chaleureuse et aimante dont ils ont besoin. C'est cette affection qu'apporte au quotidien cette mamie à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous sommes à Korogo, au quartier Souba. Maman de 15 enfants et à plus de 80 ans aujourd'hui, Tirangé dit ne plus connaître le nombre de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, car ils sont nombreux. Plusieurs parmi eux sont absents pour cause de scolarité à l'intérieur du pays. Le matin, il leur donne un petit déjeuner et après on se taquine. Ils en chargent beaucoup même, ils s'en vont s'amuser. Après quand ils ont faim, ils viennent m'aider. Souvent je fais des discours avec les parents pour qu'ils puissent voir mes petits-enfants. Malgré les désobéissants, je les adore tous. Tirangé adore ses petits-fils, c'est certain. Un amour que son petit-fils Ousmane exploite à souhait. Il a toute une stratégie pour lui soutirer régulièrement quelques pièces d'argent. Quand j'ai besoin d'argent, je viens voir ma grand-mère. Voici comment je fais. Je viens, je sers ma mine.
et je lui demande 100 francs. Et si elle dit qu'elle n'a pas monnaie, je commence à pleurer. Et elle me donne. Les grandes-mères sont aussi des confidentes et des amies pour les petits-enfants. Elles partagent leurs petits secrets, les écoutent se plaindre et souvent sont des oreilles attentives pour un conseil juste et réfléchi. Moi, chez moi, ma grand-mère à moi, elle est tout pour moi. Et je la préfère aussi arriver à un certain moment que ma mère, parce qu'avec elle, il n'y a pas de cachette. Ce qui n'est pas bon, elle me dit. Elle ne va pas tourner autour du pot en me disant « Ah, pas été mon petit-fils ». Non, elle n'a pas connu ça. Par exemple? Bon, comme on a fait de femmes, elle ne peut pas lui cacher, mais elle peut cacher ça à ma mère. Souvent, on s'assoit, on fait le thé ensemble. Elle peut être, pour n'importe qui sort. Voilà, elle me bat souvent à la route, tu ne sors pas au lit, ça monte au lit, tu t'assois auprès de moi pour poser. À côté des mamies complices, il y a des mamies qui jouent le rôle des parents. Elles deviennent des piliers incontournables de la famille. C'est le cas de Bereple, 74 ans, au quartier Aosabougou. Elle se retrouve depuis 11 ans avec 5 petits-enfants et 5 petits arrière-enfants à la mort de sa fille unique. Après le décès de ma fille, j'ai joué le rôle de la mère et de la grand-mère en même temps. Mon mari est décédé depuis fort longtemps. C'est moi, je me charge de tout ce qui se passe à la maison. Je vais au marché, je vais vendre. Le peu que je trouve, je prends ça, je paie la nourriture, je fais tout. Aussi, quand la rentrée arrive, quand les enfants vont à l'école, si je n'ai pas d'argent, je vais emprunter. Souvent, je prends les livres à crédit, maintenant après je rembourse l'argent. J'ai scolarisé mes petites filles jusqu'à ce qu'elles aient le BPC et le bac. Mais non, actuellement, je n'ai plus de moyens, je suis vieille. Un sacrifice qui ne passe pas inaperçu auprès de ses petits-enfants. Souvent, elle m'envoie des petits trucs, souvent la sucrerie, des bananes. Comme actuellement, elles n'ont rien là. Donc le peu qu'elle trouve là, elle vient me donne un peu aussi. Juste après le décès de ma mère, je suis tombée malade. J'étais complètement paralysée. Mais elle a fourni tous ses efforts même pour qu'elle puisse marcher. Le peu que j'arrive à faire là, sans elle, je n'allais pas pouvoir le faire. C'est vraiment une grand-mère formidable. Les parents qui travaillent peuvent souvent compter sur les grandes-mères pour les seconder. C'est ce rôle que joue Massaran, mère de 8 enfants et grand-mère de près de 20 petits-fils et arrière-petits-fils. Parmi mes petits-enfants, beaucoup n'ont pas leurs parents ici. Donc c'est moi qui s'occupe d'eux. Je suis comme la nounou de la famille. Elle a beaucoup de belles filles qui travaillent à la fonction publique. Il y a d'autres qui ne sont pas là, il y a d'autres qui sont dans d'autres villes, comme moi, ma femme par exemple, qui est à Bondoukou. Donc les enfants sont avec elle ici. La madame, elle arrive à travailler tranquillement. Pour rendre hommage à toutes ces grandes-mères qui au quotidien donnent le sourire à leurs petits-enfants, une journée leur est dédiée, la journée mondiale des grandes-mères. Elles sont à l'honneur chaque année, le premier dimanche du mois de mars, depuis 32 ans. En attendant qu'on célèbre les papis, le dimanche 6 octobre, n'oubliez pas de témoigner votre affection à bonne maman, mamie, mémé ou grand-mère. Reportage signé Ami Sissoko. Bonne fête à toutes les grand-mères de Côte d'Ivoire. Le vent de la guérison est passé à Doropo. Les populations de la localité ont reçu cette semaine des médecins américains, des spécialistes qui les opèrent gratuitement. Les patients souffrent entre autres de hernie, de cataracte et de divers autres maux. Initiée par l'ONG 1040 Initiative, l'activité était soutenue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et quelques élus de la région du Bonkani. Michel Digré était sur place pour RTI. Doropo, nous sommes dans la région du Bonkani. Matt traîne une malformation au niveau du pied depuis plusieurs années. Après une intervention chirurgicale gratuite, elle pourra retrouver l'usage de ses membres. De 9h22 à 11h22, ils ont fini l'opération et c'est bien passé. L'enfant même est ici présent. Le sourire, le père de Matt et plusieurs autres patients l'ont retrouvé grâce à l'ONG américaine 1040 Initiative. L'homme est l'homme. Le même sang qui coule dans mes veines coule dans les leurs. Et nous sommes un. Et je suis aujourd'hui ravi de joie de voir les autorités auprès de moi, qui sont venues voir avec leurs propres yeux.
envoyer une centaine de personnes des États-Unis en Côte d'Ivoire à faire ce type d'opération. Grâce aux efforts des uns et des autres, on arrive à faire beaucoup de satisfaction pour nos parents. Les médecins américains venus des États-Unis ont opéré gratuitement des malades souffrant d'hernie, de cataracte et de plusieurs autres pathologies. Ce que nous avons vu là est fantastique. Des parents qui n'attendent qu'une seule chose. Voyez-vous, ils n'attendent pas de nous des millions de francs. Ils attendent simplement que nous soyons à leur écoute et que nous les soulagions des maux dont ils souffrent. Que cette activité vraiment fasse tache d'huile et que ce soit vraiment toute la Côte d'Ivoire qui puisse en bénéficier. Cette opération bénéficie du soutien du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Après Korogo et Tanda, Doropo constitue la troisième étape de cette initiative qui s'étendra dans plusieurs autres localités du pays. Et s'il y a de repos, les malades ont recouvré la santé. Elles sont nombreuses, celles qui meurent du cancer du sein. Savez-vous que ce cancer est la première cause de mortalité féminine en Côte d'Ivoire? Cela avec 54% de victimes chaque année selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'opération 5 sans cancer vient d'être lancée pour tenter de freiner la croissance de la maladie. C'est une campagne de dépistage gratuit et de sensibilisation. Reportage Jean-Marc Djadji et Franck Quadio. 1223 femmes en Côte d'Ivoire meurent chaque année du cancer du sein dans l'ignorance la plus totale de cette maladie selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le cancer du sein, un problème de santé publique. L'ONG Ecomédia lance l'opération Sein sans cancer, une campagne donc pour inviter les femmes du district d'Abidjan à se faire dépister gratuitement afin de prévenir la maladie. Nous avons décidé de nous mobiliser pour porter la voix de la sensibilisation. Nous demandons aux femmes de sortir nombreuses. Cette maladie, il y a des chances de guérison. Plus tôt, c'est pris. Le dépistage aide à détecter le cancer de façon précoce. Il reste le meilleur moyen de limiter les conséquences néfastes de la maladie. Alors cette opération, que je dirais plutôt de sensibilisation et d'information pour le changement de comportement, est une opération qui va être déployée sur les différentes communes d'Abidjan avec comme message fort que toute femme à partir de 25 ans doit consulter, doit faire l'autopalpation et surtout leur donner le message important que lorsque le cancer se diagnostique précocement, c'est-à-dire lorsque nous avons une tumeur inférieure à 2 cm, on est capable de guérir en Côte d'Ivoire ces patientes-là dans près de 90% des cas. Ce projet humanitaire a vu la participation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que celle des collectivités territoriales. L'État de Côte d'Ivoire joue sa partition et les collectivités territoriales s'engagent à jouer leur partition. On l'a dit, le cancer du sein se guérit aujourd'hui pourvu qu'il soit dépisté à temps. Et c'est ce dépistage gratuit auquel nous invitons toutes les femmes de la commune de Treichville, des 5 communes qui ont été désignées pour l'édition 2019 et en dehors de cette campagne, pour toutes les communes qui souhaiteraient bénéficier du programme national de lutte contre le cancer. L'opération Sein sans cancer se déroulera du 22 mars au 26 octobre dans les communes du district d'Abidjan. On y va maintenant au Burkina Faso pour parler transport maritime précisément. Tous les acteurs de ces secteurs sont réunis en ce moment à Ouagadougou. Ils réfléchissent sur le financement de l'Académie des mers et d'autres points de convergence. Parmi eux, le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, et Serge Koléa pour le reportage. À l'ordre du jour de cette 12e session du conseil d'administration, la question du financement de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Face au ministre burkinabé des Transports, président du conseil d'administration, le ministre Amadou Koné de la Côte d'Ivoire et les ministres des pays membres du conseil d'administration, le directeur général a présenté son rapport d'activité et le budget de fonctionnement de l'Académie. Pour régler les questions budgétaires liées à son bon fonctionnement, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer s'est inscrite dans une phase d'autonomisation. Nous avons insisté sur ce que nous avons pu mettre en place au sein de l'institution, notamment la création de l'Institut de sécurité maritime interrégionale, le Centre de recherche maritime portuaire et logistique, qui sont des nouvelles entités qui ont été créées au sein de l'Académie. Aujourd'hui, les fonds générés en fonds propres par l'Académie sont à hauteur de 62% du budget. Donc ça, c'est un élément important. C'était aussi le souhait des administrateurs que l'Académie aille aujourd'hui vers l'autonomisation. Ça n'empêche pas que les États payent leur contribution. C'est pour ça que nous avons apprécié également la contribution exceptionnelle de la Côte d'Ivoire, qui va construire
des bâtiments au sein de notre institution de l'ordre de plus de 3 milliards de francs CFA et également la contribution exceptionnelle du Japon de plus de 3 milliards en équipement pédagogique. L'épineuse question des stages des élèves navigants et la transformation de l'académie en université ont été évoquées. La 12e session du conseil d'administration de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a réuni l'ensemble des 8 États membres. 6 pays invités ainsi qu'une quinzaine d'organisations sous-régionales du secteur ont également participé aux travaux qui se sont tenus à Ouagadougou. Ici en Côte d'Ivoire, à San Pedro, 23 individus passent aujourd'hui leur première journée au cachot. Ils ont été interpellés hier dans le cadre de la lutte contre la fraude sur l'électricité. Les présumés fraudeurs ont été pris lors d'un contrôle des agents de la compagnie ivoirienne d'électricité dans le quartier Zimbabwe de la ville portuaire. On en sait plus avec Sam Konan, notre correspondant dans la région. Meïté Fatoumata habite cette cour commune dans le quartier Sema du Grand Bardo. Un quartier où il est interdit à un hélicoptère de voler à basse altitude du fait des fils de courant qui traversent toutes les ruelles. Les habitants sont obligés de tirer le courant sur de longues distances. J'habite ici, mais nos compteurs se trouvent jusqu'au goudron. Mon mari a tiré du goudron jusqu'à ici. On est obligé de s'entraider, ce que sur le compteur est juste pour la cour. Donc les autres tirent sur nous. Cette situation a entraîné malheureusement des branchements anarchiques, parallèles et la vente illicite du courant. Nous avons un sérieux problème ici pour avoir accès à un compteur. Parce qu'il faut plusieurs démarches, puis il y a les intermédiaires. Donc ce qui fait que pour avoir un compteur ici, il faut débourser au moins 250 à 300 000. Voilà, c'est très compliqué. On préfère souvent faire un branchement anarchique avec les revendeurs. Et pourtant, des poteaux électriques sont bien visibles dans ces quartiers. Au moins 4 à 5 mois que le poteau est là, mais nous n'avons pas encore eu de branchement. Nous avons dit de faire des niches pour pouvoir avoir l'électricité, mais jusqu'à là, rien. Une semaine de cela, notre chef de quartier nous a instruit qu'il va y avoir une opération de la CIE dans le quartier. Donc il souhaiterait que chaque locataire ou bien propriétaire de cour fasse une niche devant sa cour. Mais nous, on ne fait pas partie de l'opération où il y a 1000 francs le compteur. Nous, on ne fait pas partie de ce projet-là. Du côté de la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, tout est mis en œuvre pour faciliter l'accès à l'électricité aux habitants de ces quartiers difficilement accessibles. On a eu des séances de travail avec d'abord Sécurel pour toute la partie de la ville qui n'ont pas droit peut-être au projet électricité pour tous, pour nous faciliter les prix. Donc on a eu des prix promotionnels de Sécurel. Aujourd'hui, le prix minimal de Sécurel, c'est 10 000 francs. Tout est mis en œuvre pour qu'ils aient l'électricité. Le programme électricité pour tous, j'ai dépêché une équipe. Dès lundi, ils seront sur le terrain. Côte d'Ivoire Énergie aussi a reçu instruction pour faciliter en tout cas les mises en service. Donc la machine est lancée. Vivement que ces quartiers soient rapidement raccordés au réseau électrique national afin de mettre fin à ces branchements parallèles qui occasionnent parfois des incendies mortels et également lutter contre la fraude sur l'électricité dans ces quartiers. Allons-y maintenant à Paris où se tient le Salon international de l'agriculture, le SIAD 2019 qui referme ses portes ce dimanche. Kobena Kwasi Adjoumani y est depuis quelques jours et comme chaque année, le ministre des Ressources animales et halieutiques est en quête de tout ce qui peut favoriser en Côte d'Ivoire le développement des activités de l'élevage et de la pêche. Les précisions de Hugues Hervé-Blé, notre envoyé spécial à Paris, porte de Versailles. Une journée au Salon international de l'agriculture bien chargée pour le ministre des Ressources animales et halieutiques. À ce salon où l'on peut découvrir de nombreuses espèces de fermes, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani est allé à la rencontre des éleveurs et autres opérateurs du secteur de l'élevage en France. Comme l'a fait le Premier ministre français Édouard Philippe avant lui, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a apprécié la tête d'affiche du Salon de l'agriculture 2019. L'escale, au stand de imminence l'égérie du salon, une vache de race bleue du nord de la France a précédé celle effectuée au niveau des petits ruminants, dernière escale avec un intérêt tout marqué. En Côte d'Ivoire, nous avons décidé de promouvoir l'élevage des petits ruminants. Un élevage à cycle court, mais qui permet
vraiment de donner à la femme une valeur ajoutée dans ce qu'elle fait. C'est pour ça que nous disons qu'avec cet élevage, il y aura l'autonomisation de la femme. Et nous avons pris des contacts avec leurs experts qui veulent faire le déplacement en Côte d'Ivoire et nous montrer leur savoir-faire. Parallèlement aussi, nous allons faire venir nos experts pour venir apprendre chez eux l'art de faire l'insémination artificielle en faisant des croisements également entre leurs animaux et les nôtres. D'élevage, il a été aussi question avec l'association des anciens élèves de la bergerie nationale, cette vitrine de l'agriculture durable en France. En pleine assemblée générale, ils n'ont pas manqué d'échanger avec le ministre Akobena Kwasi Adjumani, des échanges cordiaux consacrés pour l'essentiel à ce que ses membres pourraient apporter au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit votre porte-parole, nous allons trouver notre intérêt à coopérer avec cette grande école fondée par Louis XVI. Le SIA 2018 a accueilli 672 568 visiteurs français et internationaux. Le SIA 2019, qui espère en accueillir davantage, rassemble près de 1000 exposants venus de 22 pays et plus de 4000 animaux. On reste au Salon international de l'agriculture pour visiter les stands des pays africains qui présentent les richesses du monde agricole. C'est notre envoyé spécial Jean-Jacques Kwameala qui nous conduit cette fois. Le pavillon 5.2, c'est le pavillon réservé au continent africain pour cette 56e édition du Salon international de l'agriculture. Dans ce pavillon, plusieurs pays africains se disputent la place de la représentativité. Si l'Afrique du Nord est fortement représentée avec différents stands, l'Afrique subsaharienne est aussi présente avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Soudan. Nous avons des piments de table, on a des assaisonnements pour faire du riz au gras, du riz au curcuma et du riz à la moutarde. Et puis après, nous avons des assaisonnements simples, comme par exemple le gem-gem, le souma de chez nous. On présente de l'engrais biologique, j'entends par là, on utilise le procédé de compostage, tout ce qui est excréments d'animaux, déchets ménagers, feuilles mortes, on le mélange et ce qu'on met dans la terre pour fertiliser le sol et accroître la croissance des plantes. Les produits du terroir sont les plus exposés. La gastronomie occupe également une place importante. Aujourd'hui, nous avons commencé avec la compote ou la confiture de courge qui travaillait dans la région du Nord. Et en même temps, donc, on a essayé de faire des recettes avec la crêpe mille trous. Là, la deuxième recette, c'était la recette de couscous, un incontournable dans la cuisine marocaine, bien sûr, et que nous avons travaillé avec deux façons, une façon sucrée et la façon salée, qui est très connue, bien sûr, et qui est le couscous aux 7 légumes. Les truffes de la Tunisie, les truffes de la désert, elle est préparée dans des différents menus, dans les sauces rouges, dans les sauces blanches, sautées à l'ail, dans les salades et tout. À côté, on retrouve les produits de beauté et de santé. Ici, je propose l'huile d'argan. C'est un huile qui a deux usages. Il y a celui qui est alimentaire et celui pour usage cosmétique. Elle est très bonne pour la peau, elle est riche en vitamine E et oméga 6. Les différents stands ne les emplissent pas. Ils sont pris d'assaut par les nombreux visiteurs curieux de découvrir les produits Made in Africa. Parce qu'il y a beaucoup de patrimoine en Afrique qui ne sont pas assez mis en valeur en France. Donc c'est une bonne chose qu'ils soient exposés ici. Mais l'Afrique et les Antilles, c'est pareil, alors voilà. Je fais ma fille découvrir la culture de nos ancêtres. L'ambiance avec la musique de terroir constitue également un élément attractif pour inviter les visiteurs à découvrir les richesses agricoles du continent africain. The Mercy of the Jungle, la miséricorde de la jungle, du réalisateur rwandais Joël Karekezi qui dénonce l'absurdité de la guerre, a obtenu hier samedi à Ouagadougou le prix donc de l'étalon d'or du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision. Son acteur principal, Marc Zinga, a gagné le prix de la meilleure interprétation masculine. Le prix de la meilleure actrice a été décerné à Samantha Mugotsia de Rafiki, une histoire d'amour entre deux femmes censurée lors de la sortie du film dans son pays d'origine, le Kenya.
Sarah Assalé est la nouvelle Miss District 2019. Elle a 18 ans et elle a été couronnée parmi 28 autres candidates, les unes plus belles que les autres. Elle est suivie par Koulibaly Fatim Mourad, première dauphine, et Grace Tigori, la deuxième dauphine. C'était vendredi soir au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Franck Quadio. Une longue file, de l'ambiance et un sacre. Sarah Assalé, 18 ans, est la Miss District 2019. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, mais je rends grâce à Dieu. Il faut prendre ses rêves, c'est important. Elles étaient 28 à s'affronter élégamment sur le podium pour ce concours Miss District. La reine du soir, Sarah Assalé, représente la ville de Dabou. Elle a su allier et faire prévaloir ses qualités premières. C'est le respect et l'humilité surtout. Choix du cœur, choix de raison. Sarah, selon le jury, remplissait tous les critères. Les critères qui ont valu la couronne à la Miss, c'est la beauté, ensuite l'élégance, la prestance qu'elle dégageait, et puis sa façon de s'adresser au public. On trouve que son mot a été vraiment très bien, a été correct. Donc elle remplissait vraiment les conditions. Miss District 2019 sera logée dans un appartement meublé durant tout son mandat. Elle aura un véhicule et la somme de 8 millions de francs CFA. C'est donc en beauté que nous allons au magazine du dimanche. Je vous l'ai dit, notre invité est directeur publicitaire, patron du Conseil supérieur de la publicité, Mamadou Dosso. Monsieur le directeur, avant de démarrer notre entretien, suivons ensemble ce reportage que signe Issa Chonayeo. Le ministère de la Communication et des Médias veut en finir définitivement avec l'anarchie dans le secteur de l'affichage publicitaire à Abidjan. Le ministre Sidi Diomoko Touré a fait le tour de certains sites d'affichage de la capitale économique. Cette visite lui permet de savoir qu'il existe de mauvais et bons élèves en la matière. Au nombre d'exemples à suivre, l'axe de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ici, les panneaux respectent une distance de 150 mètres, le double de la norme. En dehors de ces sites, tous les autres visités, Gonzague-Ville, Cocody, Espace 331, Rue des Jardins, Échangeur d'Adjamé et l'entrée du plateau au niveau de l'AIP, agence ivoirienne de presse, sont considérés comme de mauvais exemples. Le ministre Sidi Diomoko Touré, à l'issue de la visite, affiche sa détermination à assainir le secteur. S'il faut saluer le dynamisme de ce secteur qui est appréciable, nous avons malheureusement le regret de constater que beaucoup d'acteurs agissent un peu dans l'illégalité. Et ne respectent pas les termes et les règles qui régissent l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. Et il faut aussi relever que le Conseil supérieur de la publicité est la seule institution qui autorise, après un processus bien connu de tous les différents acteurs, qui autorise la pose des différentes affiches. Nous avons décidé dorénavant de sévir. Le CSP, Conseil supérieur de la publicité, se donne 6 mois pour sensibiliser les opérateurs du secteur avant de passer à la phase de répression. Alors, monsieur le directeur, en quoi consiste cette opération de stickage des panneaux publicitaires? Il s'agit d'une opération menée dans tout le district autonome d'Abidjan pour identifier, à l'aide de stickers poses interdites, tous les mobiliers et tous les dispositifs qui ont été posés en violation des règles imposées par le décret de 2007 sur l'affichage publicitaire. Et notamment, nous pouvons citer des panneaux implantés à des carrefours, des panneaux qui obstruent la visibilité des panneaux de signalisation, des panneaux qui obstruent la visibilité des feux tricolores, etc. Et en quoi consiste, quels sont les objectifs principaux de cette opération? Les objectifs principaux de l'opération, c'est d'abord d'assainir le paysage de l'affichage publicitaire. Et pour ce faire, on a décidé de recenser tous les dispositifs qui ont été imposés, implantés en violation du décret précité. Ensuite, il fallait amener tous les propriétaires des régies des panneaux publicitaires à venir identifier leurs panneaux. Plus tard, quand nous allons finir d'assainir le secteur, nous allons penser à le moderniser. Et l'opération d'identification, c'était prévu du 1er au 28 février dernier. Quel bilan vous en faites? Le bilan est quand même largement positif. Le bilan est largement positif parce que, pour rappel, pour le petit district autonome d'Abidjan, nous avons pu décompter environ 6 000 panneaux. Et parmi ces 6 000 panneaux, on a 3 000 qui sont irréguliers.
L'opération de stickage du mois de février nous a permis de sticker, identifier au moins 1600 panneaux comme étant irréguliers. Donc on a quand même un taux de réalisation de plus de la moitié. Et quelle est la prochaine étape de cette opération après l'identification, à quand le démantèlement à proprement dit? Normalement, le démantèlement des dispositifs, on va commencer par le démantèlement des dispositifs qui sont inconnus à la propriété. La semaine prochaine, on devrait commencer le démantèlement de ces dispositifs-là. Ensuite, il y aura une phase de réorganisation des différents panneaux irrégulièrement implantés. Voilà. Et de plus en plus, il est question d'une brigade du CSP. De quoi il s'agit? Lors du séminaire du ministère de la Communication à Bassam, de la communication et des médias à Bassam, nous avons défini des axes stratégiques pour chaque sous-secteur de la communication. Et pour le secteur de la communication publicitaire, l'un des axes majeurs était l'octroi d'une brigade au Conseil supérieur de la publicité. Désormais, c'est chose faite. On a une brigade depuis le mois de février et la brigade va entreprendre ses activités à partir du mois de mars. Voilà. Alors, pourquoi maintenant une telle opération? Pourquoi ce réveil, on va dire, si tardif? Jusqu'à 6 000 panneaux dans Abidjan, plus de 3 000 qui sont irréguliers. C'est un réveil assez tardif, monsieur le directeur. C'est en effet un réveil assez tardif, mais en réalité, ce qu'on essaie de faire, comme on l'a dit, il n'est jamais tard pour bien faire. Pendant longtemps, il y a une situation qui a perduré, c'est ce qui a fait qu'on avait du mal à assainir ce secteur-là. Mais c'est décidé, nous, dorénavant, nous prenons nos responsabilités et nous allons assainir ce secteur. Il y a 3 ou 4 ans, 1196 panneaux avaient été démantelés. Après, plus rien. Et aujourd'hui, vous réapparaissez. Est-ce à dire que vous vous en souvenez un matin et puis vous prenez à faire cela? Non, monsieur le journaliste, cette fois-ci, nous sommes vraiment décidés. On est parti et on ne va plus s'arrêter. Vous n'allez plus vous arrêter. Toutes les communes sont-elles concernées ou... Toutes les communes sont effectivement concernées. Les 13 communes du district. Sans oublier Songon, Benjaville et Agnement. Donc tout le district d'Abidjan. Et seulement Abidjan, l'intérieur du pays est concerné? Non, en réalité, c'était une phase pilote à Abidjan. D'accord. Vu qu'on a essayé à Abidjan et que ça s'est bien déroulé, l'opération a quand même connu un succès. Donc on va décider d'étendre l'opération aux autres villes de l'intérieur du pays qui présentent aussi une situation anarchique. Et quelles sont les distances réglementaires entre 2 panneaux publicitaires? La distance réglementaire entre 2 panneaux publicitaires est de 75 mètres. Voilà. 75 mètres. En ville et en campagne, en race campagne, de 100 mètres. 100 mètres entre deux panneaux publicitaires. Et la publicité est quand même interdite sur certains supports, notamment les ponts, les glissières de sécurité, etc. Pourtant, on en voit partout dans Abidjan des affiches sur tous ces supports. Le Conseil supérieur de la publicité, qu'est-ce qu'il fait? Le Conseil supérieur de la publicité régule le secteur. Il s'est donné qu'à un certain moment, le Conseil supérieur de la publicité n'avait pas les coups de franche pour pouvoir faire respecter les différentes dispositions du décret. Mais depuis un certain temps, c'est chose faite. Et on aura une brigade, on a d'autres dispositifs qu'on prévoit, entre autres un système d'information géographique qui permet de réguler en temps réel l'affichage publicitaire, un système qui va nous permettre également de piger les messages à temps et ainsi de suite. Le Conseil supérieur de la publicité s'est donné plus de moyens, si vous voulez, pour faire face à l'anarchie qui sévit dans le secteur. Et bientôt, ce sera propre. Bientôt, ce sera propre. Et comment les acteurs réagissent, les acteurs du secteur? Je veux parler des agences de communication, des régies publicitaires et tout. D'accord. En tout cas, dans l'ensemble, nous avons de très bons feedbacks, puisque nous avons quand même été félicités par certains acteurs. Maintenant, comme toujours, il y a toujours une petite marge, une petite frange des professionnels qui, ne comprenant pas bien le but visé par l'opération, avaient commencé à bouder. Mais bon, depuis un certain temps, avec les séances de travail, les différentes séances de travail, c'est bon, c'est chose faite, on se comprend maintenant. Nous, on a une autre information, c'est que certains acteurs pensent que l'opération n'est même pas légale. Non, ils ont tort de penser que l'opération n'est pas légale parce que, comme on l'a dit, le Conseil supérieur de la publicité est doté de missions. Et parmi ces missions, c'est-à-dire en octroie des agréments, c'est nous qui permettons à tous ceux qui veulent exercer la communication publicitaire d'avoir un agrément. C'est nous qui contrôlons l'exercice effectif de la communication, des activités de la communication publicitaire. Bon, je pourrais vous citer d'autres missions, quoi. Mais je pense que c'est sûr, nous avons les moyens pour faire face à ça. Mais ils évoquent les conventions, la convention qui existe entre le district et les afficheurs, une convention qui dit qu'ils peuvent exploiter les carrefours pour des affichages. D'accord.
Relativement aux différentes conventions, c'est vrai que ce sont des conventions qui ont été signées dans les années 80. Il se trouve qu'après, c'est-à-dire après 2007, on a un décret qui donne les différentes conditions dans lesquelles on peut exercer la communication publicitaire. Donc, généralement, dans les dispositions transitoires, on donne la possibilité aux différents acteurs de se conformer aux nouvelles données. Voilà, c'est ce qui n'a pas été fait, mais bon, aujourd'hui, on entend appliquer le décret à 100%. Il y a également le fameux article 68 de ce décret qui dit que le gouverneur du district et les maires sont les seuls à pouvoir donner les autorisations, mais pour l'affichage mobile. Oui, en effet, mais le seul problème, c'est que, bon, quand on parle d'affichage mobile, on parle de tout ce qui est publicité faite sur les automobiles, les véhicules motorisés, et ainsi de suite. Mais en réalité, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je pense qu'on aurait plutôt dû citer l'article 9, ou les articles 9 et 72, qui disent 9 et 72. Oui. Pour l'article 9, alinéa 2, oui, l'implantation et l'exploitation de tout dispositif sont soumis à l'accord préalable du Conseil supérieur de la publicité et de l'autorité territoriale compétente. Ce qui veut dire que les avis des collectivités sont subordonnés à l'avis du CSP, du Conseil supérieur de la publicité. C'est bien ça, monsieur. D'accord. Est-ce que ce décret ne manque pas de... est-ce qu'il ne faut pas le vulgariser? La sensibilisation, est-ce que les acteurs sont tous à même, disposent tous de ce décret? Oui, les acteurs disposent tous du décret. Et comme pour aller dans l'explication que vous avez donnée tout à l'heure, en réalité, ce que nous avons fait depuis 2016 jusqu'à ce jour, on a quand même multiplié les séances de travail avec les différentes collectivités territoriales. Nous nous sommes déplacés, nous sommes allés à l'intérieur du pays. Nous avons visité les plus grandes villes de l'intérieur du pays. Nous avons eu des séances de travail pour essayer de vulgariser le contenu du décret. On a également fait la même chose dans le district autonome d'Abidjan, dans les 13 communes du district. Donc bon, voilà. Est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas manque de collaboration entre le CSP et les mairies, les collectivités qui, elles, ont envie de faire du chiffre, hein, qui donnent des autorisations justement aux... Il y a en effet un manque de franche collaboration entre les collectivités territoriales et le Conseil supérieur de la publicité. Parce que nous, en réalité, ce que nous voulons, c'est permettre aux afficheurs de travailler en toute sérénité dans un environnement qui est vraiment assaini. Les collectivités territoriales font beaucoup de recettes à partir de la publicité. Donc oui, effectivement, on peut comprendre que nous, pendant que nous mettons en avant, on met en priorité l'embellissement de la ville, l'assainissement, etc., etc. Eux, ce qu'ils visent plutôt, bon, c'est les recettes que la publicité génère. Mais est-ce qu'il est prévu un cadre de concertation entre vous, entre toutes les parties, justement, pour que l'assainissement que vous avez envie de faire soit effectif? Oui, il est prévu un cadre de concertation. Nous avons déjà commencé. Nous avons reçu tous les directeurs techniques des mairies du district d'Abidjan en janvier. Nous leur avons expliqué l'opération de stickage qui est en cours depuis. Et bon, jusqu'à présent, c'est bon, nous avons quand même le soutien. Monsieur le directeur, ce sont quand même des opérateurs économiques, des créateurs d'emplois qui payent des impôts dans ce pays. Est-ce que le démantèlement de panneaux publicitaires ne va pas être assez dommageable pour ceux-là, pour ces acteurs? Le démantèlement des panneaux publicitaires sera effectivement dommageable pour certains. Mais en réalité, comme on l'a dit, c'est-à-dire que sous prétexte de faire des revenus, de générer des emplois et tout, on ne peut pas mettre à mal le bien-être de la population. Parce que des panneaux qui sont irrégulièrement implantés, qui cachent les feux tricolores, des panneaux de signalisation, voilà, sont des panneaux de nature à mettre en péril même la sécurité des usagers de la route. Donc voilà. Il y a d'autres intérêts qui sont beaucoup plus importants que... Voilà, d'accord. Et dans certains pays, les zones de publicité, il existe des zones de publicité restreintes, des zones contrôlées, n'est-ce pas là? Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, hein, pourtant le décret le prévoit. Oui, monsieur le... Est-ce que ce n'est pas une solution? Si, c'est en effet une solution, c'est prévu par le décret. Il devait y avoir un comité interministériel pluripartite pour qu'ensemble on essaie de définir les zones de publicité interdites, les zones de publicité restreintes et les zones de publicité élargies. Mais à ce jour, ça n'a pas encore été fait. Mais bon, des dispositions seront prises dans les jours à venir pour pallier à ces déficits-là. Donc dans les jours à venir, ce sera fait? Dans les jours à venir, ce sera fait. D'accord. Et puis le temps d'enseigner le secteur, la solution ne serait-elle pas aussi d'arrêter de délivrer des agréments? Nous l'avons aussi bien compris qu'à partir de ce mois de février, nous avons arrêté
de délivrer depuis février. Donc pendant la période d'identification, il n'y a plus d'agrément délivré par le CSP. Délivré par le CSP pour les activités d'affichage publicitaire. C'est-à-dire que pour les agences conseillers en communication, ils peuvent toujours avoir un agrément, mais pour les régies d'affichage publicitaire, on ne peut plus en avoir. Nous avons arrêté. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Monsieur Mamadou Dosso, directeur du Conseil supérieur de la publicité, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de l'opération d'assainissement du secteur de l'affichage publicitaire à Abidjan pour ce qui concerne la première phase, puis sur tout le territoire national. Merci encore d'être venu. Et voilà qui met un terme à ce journal. N'oubliez pas de nous retrouver sur RTI Mobile et sur tous nos réseaux sociaux. À très vite.